Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement notre invité, Monsieur Laurent Pélissier. Bonsoir Laurent Pélissier. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'ECM Technologies. On va en parler pendant un petit moment tous les deux. Juste avant ça, je voudrais vous demander comment vous réagissez, vous qui êtes un patron, qui êtes un leader, qui êtes un manager, à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire la vision, le ressenti de la rue. Ce micro-trottoir est très positif. On voit que c'est une notion partagée et on ressent presque une envie de suivre un leader sur un projet. Donc c'est quelque chose qui me semble encourageant. Vous êtes surpris de voir quel est le degré de préhension aujourd'hui de cette question du leadership et du management dans l'esprit du grand public? En ce moment, on voit quand même de grands changements au niveau de leadership et de l'entreprise qui est de plus en plus considéré. Et ça me semble très positif pour la France et pour notre avenir. Alors, je le disais en vous accueillant, vous êtes le président d'ECM Technologies. Je vais rappeler quelques grandes dates qui ont marqué la création et puis aujourd'hui le développement sous votre impulsion d'ECM Technologies. 1924, c'est la création d'Ugine Infra avec pour vocation la création de fours industriels. En 1950, c'est la création d'ECM Études, qui va travailler dans la construction mécanique, qui est spécialisée dans les systèmes de positionnement et de soudage. En 1984, c'est le premier four sous vide. En 1993, c'est les premiers pas dans le photovoltaïque. 1984, je me suis trompé dans les dates, votre père Francis Pélissier devient actionnaire majoritaire dans ECM et rachète Infrafour. C'est là que finalement le projet prend sa source, votre projet. En 1988, vous êtes thésard, vous faites votre entrée dans l'entreprise. C'est une date importante aussi dans l'histoire personnelle de Laurent Pélissier parce que, on va le voir dans un instant, cette période est étroitement liée pour l'entreprise à votre parcours à vous. 1998, c'est la création d'ECM aux USA, dans le Wisconsin. En 2008, c'est la création d'ECM en Chine. L'entreprise est présente en Chine avant, mais là, c'est réellement une présence officielle et institutionnelle. 2013, la création d'ECM au Kazakhstan. Aujourd'hui, c'est 1000 cellules de cémentation, vous nous expliquerez dans un instant ce que c'est, qui sont en production dans le monde, 200 employés, 8 mètres carrés d'atelier, pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en 2013. On va regarder ensemble un sujet qui avait été tourné il y a quelque temps lors d'une visite officielle pour bien comprendre et se rappeler, sans faute comme je l'ai fait, les grandes étapes de la création d'entreprise. Ces dernières années, la PME de 150 salariés s'est affirmée comme l'un des acteurs phares de l'économie high-tech en Isère. ECM est spécialisé dans la conception de fours industriels qui servent à la fabrication de pignons de boîtes de vitesse. L'entreprise est leader mondial dans le domaine avec 70% de part de marché. Donc ECM Technologies a développé des procédés très novateurs il y a une vingtaine d'années, dont notamment la cimentation basse pression, qui s'adresse essentiellement au marché de l'automobile, à la pignonnerie automobile. Et aujourd'hui, nos clients sont donc les grands constructeurs automobiles, les Ford, les GM, les Daimler. La force de notre procédé nous a amené aujourd'hui à être leader mondial sur ce métier et à développer également un réseau de filiales sur le globe. Nous sommes présents en Chine, aux USA, en Inde, également au Kazakhstan. ECM exporte 95% de sa production et connaît une croissance forte. L'autre versant de son activité est la production de fours permettant l'obtention de plaquettes de silicium qui entrent dans la fabrication des panneaux photovoltaïques. Par le biais de sa filiale ECM GreenTech, elle propose un service d'usine clé en main, dont la première a été livrée au Kazakhstan. C'est une magnifique opportunité de développement pour ECM et ECM GreenTech, bien sûr, puisque c'est une nouvelle activité pour nous. C'est un projet qui a été amené en collaboration avec le CEA INES et qui nous a permis de nous développer sur un marché complètement nouveau et qui permet finalement à ECM en 2 ans de doubler notre chiffre d'affaires. Et l'activité continue son expansion. ECM GreenTech est déjà en contact avec des pays d'Amérique du Sud, du Maghreb et du Golfe pour installer de nouvelles usines. Alors, Laurent Pélissier, maintenant de manière un peu plus précise, sans faire d'erreur et en essayant de raconter quelques anecdotes, moi je voudrais qu'on revienne d'abord,
comment on fait pour faire d'une entreprise qui finalement n'est pas toute jeune, 1924, faire aujourd'hui d'ECM une entreprise qui est réellement une entreprise innovante et un symbole d'innovation? C'est quoi les différentes étapes? Bon, en fait, on essaye de faire avec une vieille entreprise une start-up permanente. Ouais. Donc, en fait, mon père, quand il a repris l'entreprise, Uginafra ou Infrafour, était un généraliste du four industriel et faisait à peu près 90% de son chiffre en France. Et il a initié un développement, la cémentation basse pression, qui était une rupture technologique. Et aujourd'hui, au fil des années, on est devenu leader d'une niche, leader mondial. Donc, je vais vous arrêter simplement pour une explication de texte. Il faut que vous m'expliquiez à moi et à tous ceux qui nous regardent ce que c'est que la cémentation. La cémentation est un procédé qui se passe à 940 degrés et qui permet, en rajoutant par l'acétylène, donc un gaz carburant, ça permet de changer les caractéristiques métallurgiques de l'acier. Et donc, lorsqu'on fait une opération de refroidissement rapide qui s'appelle la trempe, on se retrouve notamment pour les pignons de boîte de vitesse avec une surface dure qui tient au frottement et un cœur relativement mou qui permet de tenir au choc. Les premiers qui ont fait ça sans le savoir étaient des gens qui faisaient les épées pour les chevaliers. Et c'était assez vital pour eux, puisque ça leur permettait d'avoir une épée qui puisse couper la tête du voisin sans qu'elle se casse contre son épée. Donc, c'était plutôt important. Donc, on en revient à ce qu'on disait avant que je vous interrompe, mais l'explication était nécessaire. C'est ça, c'est aujourd'hui faire d'une entreprise qui a une vraie tradition, une start-up permanente. Ça veut dire que vous avez mis dans le cœur du réacteur d'ECM l'innovation. L'innovation est, ouais, effectivement, ECM n'est pas une société capitalistique. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'investir dans des équipements pour fabriquer les fours. Par contre, tout notre investissement se fait dans notre recherche et développement et l'innovation. Et on a deux parties en recherche et développement. Une partie qui est sur notre métier historique, qui est la cémentation, qui est faite en interne, et une autre partie sur le photovoltaïque, où là, on a délocalisé cette recherche-développement au CEA à l'INES, avec les équipes du CEA et les nôtres qui travaillent de concert. Alors, on fait un deuxième arrêt au stand. Vous allez me parler un peu du photovoltaïque. Il y a eu pas mal de polémiques autour du photovoltaïque, et puis un coup où il y avait une aide gouvernementale importante pour développer cette technologie-là, qui s'est arrêtée, et là on a quand même l'impression que ça reprend. C'est quoi l'histoire? On en est où là-dessus? On va le faire, on va pas le faire? On vous aide, on vous soutient? Alors, la France, je pense que pour parler du photovoltaïque, la France n'est pas le bon exemple. Effectivement, il y a eu des tarifs de rachat qui étaient trop élevés et qui a donné une très mauvaise image au photovoltaïque. Mais si on raisonne plus globalement, aujourd'hui, tous les experts sont d'accord pour dire que dans 30 ans, 30% de l'énergie produite sera photovoltaïque. Aujourd'hui, on est à 3 ou 4%. Donc c'est un marché considérable. D'autre part, 4 milliards d'habitants sur Terre sont à la parité réseau sur le photovoltaïque. Donc ce marché existera et se développera fortement. Après, la France, il y a d'autres sujets. Alors, pourquoi vous dites, non mais on s'arrête 30 secondes, pourquoi vous dites que la France est un mauvais exemple? Parce qu'il n'y a pas la volonté politique? C'est quoi le problème? La France, c'est un mauvais exemple. En termes de recherche et développement, il y a eu beaucoup d'investissements sur le photovoltaïque. Mais aujourd'hui, personne ne souhaite mettre des barrières à l'entrée sur des panneaux chinois qui ne sont pas vendus au vrai prix. Et donc, obligatoirement, cette industrie de fabrication de panneaux ne pourra pas se développer en France. Voilà, c'est ce que je voulais que vous nous disiez, que vous précisiez. Sur l'histoire d'ECM, je disais tout à l'heure dans la présentation des grandes dates, c'est vrai qu'en 1988, vous arrivez dans l'entreprise et qu'à ce moment-là, votre histoire personnelle est assez étroitement liée à l'histoire de l'entreprise. Vous avez un parcours un peu folklorique à ce moment-là, quoi. Enfin, 26 ans d'histoire commune, donc ça fait effectivement. Mais il y a un petit break de 5 ans, donc effectivement, j'ai rejoint mon père. On a travaillé ensemble et il m'a. Le gros avantage de travailler en famille, c'est qu'on gagne beaucoup de temps. On apprend très vite. Et puis en 2000, mon père a souhaité vendre et un fonds d'investissement Troisi a racheté l'entreprise. Et après différents audits, on souhaitait que je reste et que je les accompagne.
Donc je les ai accompagnés. En 2002, je voulais faire 2 croissances externes, une en Allemagne et une aux États-Unis. Et ils ont préféré vendre l'entreprise. Donc l'entreprise a été vendue à un autre groupe financier. Et moi, très rapidement, je me suis pas entendu avec ces nouveaux actionnaires. Donc j'ai quitté l'entreprise, j'ai démissionné. Et j'ai racheté d'autres entreprises, ou Inbonis, ou à la barre du tribunal. J'ai créé un restaurant, le Fantin-la-Tour. Et en 2008, cette ECM s'est retrouvée en difficulté. Et donc je me suis naturellement intéressé au dossier et je l'ai reprise le 24 décembre 2008. C'est un joli cadeau de Noël. Toute proportion gardée, et ne rougissez pas, cette histoire, elle ressemble un tout petit peu quand même à l'histoire de Steve Jobs et d'Apple, qui font appel à des financiers. John Sculley, qui est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le métier de l'informatique. Ça se passe mal, la société va très mal, et on rappelle celui qui était à l'initiative de l'innovation et de la création. On est d'accord, toute modestie mise à part, c'est quand même important de rappeler que à ce moment-là, l'innovation s'en va avec vous. C'est un peu ça l'idée. Oui, d'abord j'espère que ça se finira mieux. Mais donc effectivement, c'est pas que l'innovation, c'est qu'à un moment c'est un métier qu'il faut comprendre, où il faut intégrer tous les aspects techniques. C'est vraiment un métier d'ingénieur. Et si on le regarde que sur un aspect financier, je pense qu'on va à l'échec. D'autre part, il y avait des experts qui avaient dit aux nouveaux actionnaires qu'on était leader mondial dans la cémentation basse pression et qu'il fallait se focaliser uniquement sur ce produit. Et nous, notre métier, c'est de pérenniser l'entreprise et de regarder tous les secteurs d'activité et d'essayer d'être le plus large possible dans ces produits pour ne pas être dépendant d'un secteur qui peut être l'automobile pour la cémentation, par exemple. Alors, vous le dites, c'est d'ailleurs une philosophie, c'est écrit dans vos documents commerciaux. L'innovation, c'est la force motrice de l'entreprise. Sans innovation, vous êtes mort ? Sans innovation, ou alors il faut aller en Chine. Mais si on reste en Europe, je pense que sans innovation, effectivement, on est mort. Donc il faut que nos produits soient différenciants. Il faut savoir que notre premier marché est la Chine, qui représente 45% de notre chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire que les Chinois sont prêts à faire des efforts sur leurs investissements si les investissements sont différenciants et leur permettent d'être au meilleur niveau mondial. Vous serez la semaine prochaine en voyage officiel avec le président Hollande au Kazakhstan. Qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan ? Il y a quoi comme marché là-bas ? Au Kazakhstan, on a livré une usine clé en main pour faire des panneaux solaires. C'est un marché pour le consortium français de 100 millions d'euros, donc c'est un marché très important. Et nous, on s'est occupé de la partie plaquettes qui représente 37 millions d'euros. Donc les Kazakhs qui ont beaucoup de ressources naturelles souhaitaient apporter de la valeur ajoutée à leur silicium et au lieu de vendre du silicium à 4 € la tonne, souhaitaient vendre des panneaux solaires qui se vendent un peu plus cher. On le voit, il y a une vraie stratégie de développement international chez ECM Technologies. Vous êtes présent dans des très grands pays. En gros, d'abord, ce que je souhaiterais, c'est que vous nous rappeliez qui sont vos clients principaux. Qui vous fait vivre aujourd'hui ? Les clients principaux sont des grandes sociétés, notamment du secteur automobile. Donc tous les constructeurs automobiles sont nos clients, en passant par Toyota, Mercedes, General Motors, Ford, Peugeot. Donc ça, c'est une partie de nos clients. Ensuite, on a l'aéronautique. Et puis on a des clients un peu plus exotiques, avec des noms chinois, mais qui deviennent de plus en plus importants. Mais à chaque fois, ce sont des clients qui vendent directement un produit final, ou des sous-traitants de premier rang, donc des clients beaucoup plus gros que nous, mais pour lesquels le service est très important. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Philippe Guédon de l'écosystème local. Vous serez interrogé d'ailleurs tout à l'heure par d'autres journalistes que moi sur l'écosystème local, sur le particularisme local. Ça a un sens pour vous d'être implanté ici ? Vous pourriez faire ça ailleurs ? Il y a quelques années, j'aurais dit que ça n'avait pas vraiment de sens, puisqu'on n'a à peu près aucun client dans la région grenobloise. Aujourd'hui, on a des relations très étroites avec le CEA, avec l'INES et plus généralement avec le CEA. Et je pense que pour les ETI et PME grenobloises, c'est une grande chance. Donc d'être ici, pour nous, ça a beaucoup d'importance.
Il y a un vrai terreau d'innovation. Quand on vous parle de Minalogic, de Minatech, de la French Tech, ça vous parle, ça vous concerne? Ça nous concerne, oui. C'est vraiment notre partenaire. Et le CA nous donne souvent un exemple sur la réussite de ce qu'on a fait ensemble. Et aujourd'hui, on amène le CA avec nous à l'exportation. C'est-à-dire que lorsqu'on vend, et on va essayer de vendre des usines clés en main pour faire des panneaux solaires au Brésil, par exemple, on ne raisonne pas uniquement one shot, livrer une usine, mais aussi une vision à long terme avec des programmes de recherche et développement entre l'État brésilien et l'État français. Pourquoi pas des échanges d'étudiants, des créations de chaires. Donc voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus sociétal et beaucoup plus intéressant que juste vendre une usine. Si je vous demandais de me résumer ce qu'on appelle pompeusement le modèle économique de CM, c'est lequel aujourd'hui? A priori, ce n'est pas un modèle financier, vous l'avez suffisamment expliqué depuis 20 minutes. C'est quoi? C'est un modèle humain et un modèle innovant? L'humain est au centre. Il y a un peu comme dans le commerce où on dit il y a 4 choses clés qui est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement et les parkings. Chez ECM, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe et les produits. Voilà. Alors, votre métier vous amène, on disait, vous êtes au Kazakhstan la semaine prochaine, vous étiez en Chine cette semaine, vous passez votre temps autour du globe. J'ai envie de vous poser la question suivante. Quelle image on a? Parce qu'ici, ça ne va pas du tout, on est en pleine dépression, les gens n'ont pas le moral, les entreprises n'ont pas le moral, on s'auto-flagelle et on se tape dessus. Quand vous êtes à l'étranger, qu'est-ce qu'on dit de nous? L'image de la France est très bonne à l'étranger. D'abord, on est respecté pour notre histoire, notre culture, mais on est aussi respecté pour notre savoir-faire et notre capacité à innover. Lorsqu'on fait un peu le tour du monde, la France, d'abord, il y a une qualité de vie exceptionnelle en France. On a des infrastructures, on se pose des questions au Kazakhstan de savoir comment on va avoir l'électricité toute l'année et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'électricité pendant 2 mois. C'est des sujets qui n'existent plus en France. Donc on a beaucoup de chance en France, on a des outils pour la recherche et développement avec le crédit impôt recherche. On a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'être forts et notre image à l'étranger est très bonne. Quand on discute avec des ministres brésiliens, dans l'équipe du ministre, il y en a au moins 50% des personnes qui parlent français. Et en général, le ministre parle français et veut faire les réunions en français. Donc ça montre un peu l'image de la France à l'étranger. Vous comprenez l'inquiétude. On a dit qu'on était positif ce soir. Mais en tout cas, l'interrogation de Philippe Guézon, de Pierre Gattaz au gouvernement en leur disant les gars, il faut quand même que vous y mettiez un minimum, il faut nous aider, en tout cas nous donner l'environnement minimal à ce qu'on se développe bien. Vous êtes quand même d'accord avec ça? Non, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des règles et qu'elles ne changent pas. Le problème, c'est l'insécurité juridique ou l'insécurité fiscale qui est un souci, ou social. Mais s'il y a des règles qui sont imposées, après on joue avec des règles, mais il faut que ce soit des règles sur le long terme. Alors vous avez devant vous un parterre d'avocats qui souffrent au quotidien de cette évolution permanente de la législation, du texte. J'ai vu hier, complètement par hasard, une photo où c'était le Dallos du droit du travail qui, je crois, a pris 1 kilo en 20 ans ou 25 ans. Enfin, c'est absolument affolant. C'est ça veut dire arrêter avec ce harcèlement permanent de modification de normes. C'est simplifier le système. Il faut simplifier le système, effectivement. Donc avoir un contrat de travail unique, c'est peut-être une voie. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui pourraient être abordés et il faudrait effectivement que tous les gens soient prêts à changer, ce qui est un problème en France. Laurent Pellissier, à ce stade de notre conversation, ça va être la fin de cette première partie qui est consacrée à l'entreprise. On va ensuite parler du management ensemble. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit retenu de l'histoire d'ECM ? S'il y avait une chose à retenir qui peut être exemplaire pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, de ce qu'est votre exemple. Je pense qu'on peut faire d'une vieille entreprise ou d'une entreprise de la vieille économie une start-up permanente en se remettant en question. Et c'est ce qu'on essaye de faire.
Alors, on va regarder ensemble un deuxième sujet. Il faut rappeler que vous avez été cette année nommé entrepreneur de l'année Rhône-Alpes 2014. À cette occasion-là, nos confrères de l'Express ont fait un petit film sur vous, alors qui reprend quelques thématiques qu'on a déjà évoquées ensemble. On va regarder ce sujet et puis on va parler ensemble de management, de leadership, justement de l'humain. Et voici le vainqueur pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Pellissier. Vous venez de gagner ce prix de l'entrepreneur de l'année 2014 pour cette région. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez ECM Technologies. Déjà, dites-nous un petit peu la nature de l'activité de cette entreprise. Donc ECM Technologies fabrique et conçoit des biens d'équipement pour différents secteurs industriels. Nous fabriquons des fours industriels, notamment pour l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire, le photovoltaïque. Nous fabriquons ces produits en France, 90% est produit en France et nous réalisons 90% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. Une histoire qui a été une histoire familiale qui a peut-être été un petit peu compliquée. Vous êtes rentré dans l'entreprise, vous êtes sorti et puis vous l'avez racheté en 2009. Oui, tout à fait. Donc mon père avait acheté l'entreprise en 1984, je l'ai rejoint. J'étais responsable de la recherche et développement. On a développé ensemble l'entreprise. Pour des raisons de succession, j'ai quitté l'entreprise et ensuite je l'ai reprise en 2009. En 2009, une entreprise qui était un petit peu exsangue et 5 ans plus tard, l'entreprise se marche très bien. La preuve, vous venez de gagner ce prix de l'entrepreneur de l'année 2014. Oui, en quelques années, on a quadruplé le chiffre d'affaires, on a triplé l'effectif. On a repris des places de leader mondial dans des produits de cémentation basse pression qui sont un peu techniques pour l'automobile et aussi dans le photovoltaïque sur des fours de cristallisation. Ça a été la clé de votre succès? Le succès a été basé sur la recherche et développement et l'international et puis surtout sur le plaisir de retrouver mes équipes qu'à l'époque j'avais embauchées et avec lesquelles j'ai travaillé en totale confiance. Aujourd'hui, quels sont vos projets pour ECM Technologies? Alors aujourd'hui, on a des financiers nous font confiance et nous ont rejoints minoritairement dans l'entreprise, notamment BPI France, Ciparex. Et avec eux, notre projet, c'est de développer l'entreprise, notamment sur les usines clés en main pour le photovoltaïque, où il y a des marchés intéressants en Amérique du Sud, en Afrique du Nord. Écoutez, en tout cas, nous vous remercions et puis on se retrouve le 13 octobre pour la cérémonie nationale au Théâtre Mogador. Je le rappelle, vous venez de remporter le prix de l'entrepreneur de l'année dans la région Rhône-Alpes-Auvergne à édition 2014 et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous demande d'applaudir Laurent Pellissier pour ce prix, s'il vous plaît. Ma question va vous paraître naïve ou autre chose. On vous l'a donné pourquoi, ce prix, d'après vous? Mais ils n'ont pas trouvé mieux. Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'on récompense par ce prix-là? C'est le management, c'est votre manière de diriger l'entreprise? Je pense que le fait que l'entreprise... À un moment, j'avais eu déjà ce prix il y a quelques années. Et ensuite, ils ont connu les difficultés de l'entreprise et comme elle est remontée, et ils ont considéré que c'était un vrai problème humain qui avait fait la différence. Donc, Alors, ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler maintenant pendant 5-6 minutes ensemble. Le management, le leadership. D'abord, la première règle, c'est quoi? C'est l'exemplarité, c'est se montrer soi-même exemplaire dans la manière dont on travaille, dans la manière dont on se comporte. oui, l'exemplarité a du sens, mais c'est surtout arriver à faire partager un projet et ses rêves quelque part, et rendre ses rêves accessibles. Alors, comment vous faites ça au quotidien, de manière très concrète, quand vous arrivez dans l'entreprise, pour entraîner une équipe de 200 personnes derrière vous, parfois dans des projets qui peuvent faire peur? Comment vous faites? D'abord, on dit bonjour quand on arrive le matin. Le bureau est ouvert en permanence. Je suis disponible 24 heures sur 24, week-end compris. Et tout le monde connaît le projet et le partage. C'est-à-dire, c'est beaucoup de discussions et beaucoup d'ouverture en expliquant quels sont les enjeux
court terme, parce qu'il y a des enjeux court terme. On arrête le bilan au 31 décembre et on a des objectifs pour le 31 décembre. Et puis, il y a un objectif à 3-5 ans qui est partagé et connu par tout le monde. Vous convainquez ou il faut vous convaincre? C'est quoi l'effort de conviction? Il est mutuel dans l'entreprise, autour d'un projet, autour d'une idée? Je pense que c'est plutôt moi qui convainc qu'il faut me convaincre, mais il faut être à l'écoute des questions ou des interrogations des autres. Il faut effectivement écouter, mais il y a un moment où il faut trancher et que sa décision soit respectée, et qu'une fois que la décision est prise, même si certains n'étaient pas forcément d'accord, tout le monde tire dans le même sens. Il ne faut surtout pas que de l'énergie se perde en interne. On a eu la chance ici de recevoir avant vous des grands chefs d'entreprise aussi. Je pense à Bruno Cerclet qui disait que c'était important pour lui aussi de s'imprégner de ce que lui disaient ses collaborateurs, de ce que disaient les opérateurs sur les chaînes, des idées pleines de bon sens, et que ça aussi, ça faisait partie de son mode de management. Cette écoute permanente de ce que peut lui amener son environnement professionnel. Oui, tout à fait. Et il y a des moments qui sont assez particuliers pour ça. C'est quand on va à l'étranger, on a plus de temps puisqu'on est consacré que pour le travail. Et on peut en profiter pour dîner avec des opérateurs, des monteurs ou déjeuner et échanger globalement sur les problèmes qu'ils rencontrent, sur des petits sujets et aussi des grands sujets, et faire partager aussi sa vision de l'entreprise pour qu'elle soit à tous les niveaux de l'entreprise connue et intégrée. Cette capacité de remise en cause permanente du modèle économique, du process de fabrication, de vous-même aussi, vous vous remettez en cause en permanence. Il y a peu de certitude finalement dans votre manière de faire. Non, oui, je crois qu'il ne faut pas avoir de certitude. Ce qui pouvait marcher il y a 10 ans ne marche plus aujourd'hui. Et les choses s'accélèrent. C'est maintenant ce qui marchait il y a 3 ans ne marche plus aujourd'hui. Donc il faut vraiment se remettre en cause, à la fois sur le produit, mais aussi sur la façon de manager. Et pourquoi pas, chaque fois qu'il y a un nouveau concept sur le management, y réfléchir, l'intégrer, voir si ça peut s'adapter à l'entreprise. Il faut se remettre en question. Changer, bouger, se remettre en cause, se réinventer, sinon on meurt, c'est ça? C'est le mouvement permanent? Alors, faire tout ça, ça n'empêche pas forcément de mourir, mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, on meurt. Donc, effectivement, il faut aller de l'avant et puis se remettre en question, innover. L'innovation, comme on l'a dit, c'est sur une entreprise comme ECM, et je pense que sur les entreprises françaises, c'est essentiel. Vous avez aussi une capacité à rassurer vos collaborateurs quand on entend tout ce qui peut se dire sur l'économie, sur la difficulté, sur l'emploi. C'est aussi votre rôle de les rassurer? Je les rassure, des fois je les inquiète. Mais il faut les rassurer, il faut aussi qu'il y ait une partie de stress partagée et qu'on ne vit pas dans un monde facile. Donc il faut que aussi l'inquiétude soit partagée, même si elle est prise en grande partie par moi, mais il faut que les inquiétudes et les enjeux soient partagés aussi. Alors, Laurent Pellissier, vous avez fait une promesse, c'est de vous laisser entre les mains d'autres journalistes qui vont vous poser quelques questions rapidement. On va commencer par le premier d'entre eux, et non des moindres, c'est Luis Pedro du Dauphiné Libéré, que je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs. Luis Pedro. Bonsoir. Bonsoir. J'ai moins l'habitude. J'ai l'habitude d'écrire plutôt que de passer à la télévision. Simplement pour savoir la place aussi des femmes là-dedans. On voit que le progrès parfois passe aussi par une place un peu plus importante des femmes. Chez vous, est-ce qu'elles ont toute leur place? On parle de management, on parle de leadership. Quelle est chez vous la politique, s'il y en a une? Et puis, de façon générale, est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi un axe de développement et en tout cas de lutte contre cette crise aussi, une place encore plus importante pour elles? La place des femmes est de plus en plus importante chez ECM. Mon épouse travaille avec moi et s'occupe des ressources humaines, donc et elle fait partie du conseil d'administration. Et puis on a à tous les postes de plus en plus de femmes en ingénieur d'affaires et ça nous apporte effectivement beaucoup de choses et une vision différente. Ça et aussi le fait qu'on soit multiculturel
Il y a quelques années, 90% des personnes ne parlaient que français. Aujourd'hui, c'est à peu près le contraire. Et on a chez nous des Russes, des Américains, des Allemands, des Chinois. Et ça aussi, c'est très important. Donc la mixité dans sa généralité permet d'être meilleur. Merci beaucoup, Luis Pedro. Je vous laisse. Vous êtes responsable de l'édition du DL de demain. Partez vite. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant, il aura un peu plus de temps, André Faucon de France 3. Vous pouvez l'applaudir aussi, hein, il n'a rien fait de mal. Au contraire, je vous conseille chez lui un très bon reportage demain soir qui est consacré à la Chartreuse à 23h30. C'est vrai, vous avez raison. Laurent Pellissier, j'avais une question à vous poser parce que vous avez dit tout à l'heure la France a une très bonne image à l'étranger. Et je voulais savoir si l'image de Grenoble était très bonne en France. L'image de Grenoble est très bonne en France. Et quand on va dans les ministères, on nous dit il y en a marre, il n'y en a que pour Grenoble. Donc oui, l'image est très bonne. Et je pense qu'il y a un écosystème à Grenoble qu'il faut vraiment préserver avec un lien fort entre les CEA, le CEA, des ETI comme les nôtres, mais aussi des start-up. On a été classé 5e ville la plus innovante mondiale par Forbes. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut préserver, voire améliorer. Est-ce que ce climat a évolué ces derniers mois ? Le climat, il fait chaud, mais non, je pense, enfin c'est un peu tôt pour savoir si ça a évolué. Effectivement, il peut y avoir des craintes. Pour l'instant, je n'ai pas constaté de changement sur le sujet. Ce qu'il faut quand même, en tout cas pour moi, préserver, c'est garder l'entreprise dans la cité. Et on ne pourra pas faire une ville où il n'y a que des chercheurs et de la recherche et développement. Dans un métier comme ECM, la recherche et développement doit être intégrée dans l'usine de production. Sinon, on perd toute efficience sur notre recherche et développement. Et les deux doivent rester sur le même lieu et, si possible, dans la cité. Alors justement, si j'ai encore un peu de temps, vous avez parlé tout à l'heure de l'environnement, effectivement, de ces métiers d'ingénieurs qui sont extrêmement importants pour le développement de l'entreprise. Mais vous me disiez aussi avant l'émission que vous aviez des difficultés à recruter ce qu'on appelle les compagnons. Donc la question, c'est est-ce que l'ensemble des structures éducatives à Grenoble et en général en France n'est pas trop orienté vers l'ingénierie et pas suffisamment sur les métiers qui sont aussi importants pour votre développement ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers manuels de l'industrie ne sont pas suffisamment mis en avant par les professeurs. Et donc, on se retrouve avec un manque à ce niveau-là, alors qu'un bon soudeur ou un bon monteur a des salaires aussi importants que quelqu'un qui travaille sur un ordinateur. Donc, c'est très dommage que ces métiers ne soient pas mis en avant. Merci beaucoup, André Faucon. Merci à vous. Merci d'accueillir maintenant Fabienne Combier du journal Présence, qui est aussi très engagée sur la French Tech et qui ce soir est donc contente. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Pellissier. Alors effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, Grenoble a obtenu il y a quelques jours la labellisation au titre de la French Tech. On sait que l'écosystème grenoblois, on bénéficie du moins à Grenoble d'un formidable écosystème sur le plan du numérique. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est pour une entreprise telle que la vôtre, une entreprise industrielle, qu'est-ce que concrètement ce label peut vous apporter, ou du moins qu'est-ce que vous en attendez ? J'attends pas grand-chose du label. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au quotidien de travailler avec les équipes et les chercheurs du CEA. Le label n'a pas beaucoup de sens pour nous. Par contre, on travaille avec le CEA, donc à Chambéry, mais aussi à Grenoble, sur les poudres, sur un certain nombre de produits d'avenir comme les aimants permanents, et c'est ça, ou les imprimantes 3D, c'est ça qui nous intéresse. Merci à vous, merci beaucoup. Et on va accueillir, on est dans les temps, Christophe Reville de Télé Grenoble, que vous pouvez applaudir fortement. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous, bonsoir Laurent Pellissier. Bonsoir. Toujours difficile de passer en dernier, on a l'impression que tout a été dit. Alors moi j'aimerais, Laurent Pellissier, qu'on parle d'amour. Philippe Guédon nous disait tout à l'heure, les champions ont besoin qu'on les aime.
Alors on a vu ces derniers mois de nombreux leaders politiques déclarer leur flamme effectivement aux chefs d'entreprise. Pas sûr d'ailleurs au passage que les leaders économiques aient envie de leur faire une déclaration réciproque. Les prix, vous êtes le champion des prix ces dernières années. Est-ce que c'est important d'être aimé? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors être aimé, c'est sans doute très important, mais dans le cas présent, d'avoir des prix et d'être vu pour une entreprise comme la nôtre de 200 personnes, c'est d'attirer des compétences, d'attirer les meilleurs de demain. C'est ça qui est important pour nous. Et en se montrant, on compense le fait qu'on soit une petite entreprise de 200 personnes par l'investissement dans la recherche et développement et notre investissement, et on montre qu'il y a un vrai projet et que quand quelqu'un va nous rejoindre, il sera complètement au courant et il participera à la stratégie de l'entreprise. Autre question, j'ai bien compris quelle était votre activité, les fours à cémentation, le développement d'avenir dans le photovoltaïque. J'ai bien aimé la différence que vous avez faite avec votre métier, à vous, le leader économique, le chef d'entreprise. Vous avez dit, mon métier, c'est de pérenniser l'entreprise. La méthode, c'est de faire de l'entreprise une start-up permanente. C'est ça, le rôle du leader, du chef d'entreprise, c'est de montrer là où on veut aller. C'est montrer là où on veut aller et puis se donner les moyens de ses ambitions. C'est pour ça que des financiers nous ont rejoints. On a levé 10 millions d'euros pour être périn à la fois financièrement, mais aussi pouvoir investir dans nos différents projets. Et donc pour moi, la pérennité, elle est plusieurs secteurs d'activité comme clients et plusieurs zones géographiques. Il est très rare que le monde entier soit en crise en même temps, à la fois sur les différents secteurs industriels et géographiquement. Donc c'est ça la pérennité. Merci Laurent Pellissier d'avoir été notre invité ce soir pour cette rentrée économique. Merci à Philippe Guédon d'avoir fait toute cette route pour être à l'heure et pertinent dans ses réponses. Merci à vous d'avoir suivi cette rentrée économique. Vous pouvez continuer de parler économie avec Christophe Reville sur l'antenne de Télé Grenoble dans Cap Info. Merci à vous, bonne soirée, bonsoir. Merci à vous.